La pauvre mariée erra sans but, après avoir été abandonnée à l'hôtel. Elle a serré un inconnu sans savoir qu'il était un CEO millionnaire. L'homme est tombé follement amoureux. L'église Saint-Nizier, en plein cœur de Lyon, rayonnait d'une beauté ancienne et solennelle. Les cloches résonnaient doucement dans l'air tiède de l'après-midi et des centaines d'yeux attendaient à l'arrivée de la mariée. Camille Moreau, 32 ans, était prête. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'un mélange de fébrilité, d'attente et d'amour accumulé au fil des années. Elle avait rêvé de ce jour tant de fois qu'elle en connaissait les moindres gestes. La coiffure soigneusement choisie, la dentelle ivoire de sa robe, le bouquet de pivoines roses et blanches, tout semblait tirer une ligne parfaite vers l'autel où l'attendait Adrien, son compagnon depuis presque 10 ans. Mais dans la sacristie, alors que les musiciens accordèrent les premières notes du canon de Pachelbel, son téléphone vibra. Une vibration insistante, inhabituelle. Elle hésita un instant avant de regarder l'écran. Un message. Simple, court, tranchant. « Je ne peux pas, pardonne-moi. » Il n'y avait pas de signature, pas de mots tendres, pas d'explication. Juste ce coup de hache en plein cœur. Camille sentit ses genoux fléchir. Autour d'elle, des murmures. Une demoiselle d'honneur qui s'approche, inquiète. Elle la regarde, muette, incapable de formuler ce qui venait de tomber sur elle. Le monde, son monde, venait de basculer dans un silence irréel. Le message restait là, allumé sur l'écran, comme un verdict irrévocable. Adrien ne viendrait pas. Il ne se marierait pas avec elle. Les minutes suivantes furent floues. Des voix essayèrent de la réconforter. On lui proposait de s'asseoir, de boire un verre d'eau. Mais elle n'entendait plus rien. Elle regardait simplement l'allée centrale de l'église, si belle, si décorée, et pourtant vide. Vide comme elle. Une colère sourde monta en elle, aussitôt noyée sous une vague de honte brûlante. Tous ces invités, tous ces regards, toute cette attente. Et elle, abandonnée, là dans sa robe, figée dans un rôle qu'on venait de lui arracher. Sans prévenir, elle se leva, marcha droit vers la porte latérale de l'église. Quelqu'un tenta de la retenir par le bras. Peut-être sa mère, peut-être une amie, mais elle ne répondit pas. Ses talons claquaient sur les pierres anciennes, alors qu'elle traversait le parvis, les regards se tournant un à un vers elle. Son voile volait légèrement dans le vent. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait ni destination, ni plan. Elle voulait juste fuir. Fuir ce lieu, ces souvenirs, cette trahison. Elle se retrouva bientôt à marcher dans les rues animées du centre-ville, ignorant les passants qui se retournaient sur elle. Une mariée en larmes, sans cortège, sans sourire, sans joie. Elle entendait à peine les sons de la ville, les klaxons, les voix, les musiques de rue. Elle ne voyait que flou, ses yeux brouillés de larmes qu'elle ne parvenait plus à retenir. Sa respiration était courte, hachée. Un couple tenta de l'interpeller, pensant sans doute à un tournage ou à une performance artistique. Mais Camille continua, toujours plus loin, toujours plus vide. Elle traversa la presqu'île sans vraiment y penser, son regard accrochant parfois une vitrine, un café, un visage surpris. Elle aurait pu rentrer chez elle, se cacher, s'enfouir sous une couverture. Mais non. Il y avait en elle une force étrange, un instinct presque animal qui la poussait à marcher, encore et encore. Comme si bouger l'empêchait de s'effondrer. Lorsqu'elle atteignit la place Bellecour, immense et ouverte comme une scène de théâtre, elle ralentit. Le soleil déclinait lentement, donnant aux façades une teinte dorée irréelle. Là, au centre de cette vaste esplanade, Camille s'arrêta. Ses jambes ne la portaient plus. Le poids de la journée, de la honte, de l'abandon, tout retombait d'un coup. Elle chancela. Et dans ce moment précis, au milieu de la foule indifférente, elle sentit son corps tomber légèrement de côté. Elle n'eut pas le temps de heurter le sol. Une paire de bras forts l'enlaça avec douceur, mais fermeté. Une présence, un corps, une chaleur. Elle releva légèrement les yeux, confondus, encore tremblantes. Un homme, grand, élégant, costume sombre, des yeux d'un bleu presque noir, qui la fixait, sans agressivité, sans pitié. Juste, là. Il ne parlait pas. Il ne posait pas de questions. Il ne cherchait pas à comprendre. Il était simplement là, debout, à la soutenir alors qu'elle s'effondrait. Et Camille, incapable de penser, incapable de parler, se laissa aller contre ce torse inconnu. Elle ferma les yeux.
Pour la première fois depuis ce maudit message, elle sentit quelque chose d'autre que le vide. Une présence qui ne demandait rien. Le monde autour continua de bouger. Mais pour elle, il s'était arrêté là, dans les bras d'un inconnu. Camille resta ainsi de longues secondes, peut-être des minutes entières, sans bouger, sans réfléchir. Elle s'était laissée tomber dans cette étreinte comme on se jette à l'eau sans savoir nager, portée uniquement par l'urgence de ne pas sombrer seule. L'homme ne bougeait pas non plus. Il tenait son dos d'une main légère, respectueuse, l'autre posée dans l'air, comme pour lui laisser la possibilité de partir quand elle le souhaiterait. Il ne parlait toujours pas. Ce silence dans cette place grouillante de vie semblait irréel, presque intime. Il ne demandait rien. Il était juste là, solide, immobile, une ancre dans le chaos. Quand Camille se redressa enfin, lentement, elle se sentit immédiatement vulnérable. Son visage était couvert de larmes, ses joues rouges, son maquillage en partie effacé. Le regard de l'homme croisa le sien. Pas un mot, pas une remarque. Ses yeux n'étaient ni curieux, ni compatissants. Ils étaient calmes, profondément calmes. Elle s'écarta d'un pas embarrassée, réalisant soudain l'absurdité de la scène. Une mariée, seule, égarée, pleurant dans les bras d'un parfait inconnu au milieu de la place Bellecour. Elle balbutia un « désolé » à peine audible, sans oser soutenir son regard. Il esquissa un léger sourire, pas moqueur mais doux. Puis, dans un geste lent, il sortit un mouchoir en tissu de sa veste et le lui tendit. Camille le prit avec une hésitation presque enfantine, touchée par la simplicité du geste. Elle s'essuya les yeux, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Il n'insista pas. Il hocha doucement la tête, comme pour dire « C'est bon, je comprends ». Un groupe d'adolescents passa près d'eux, jetant des regards intrigués. L'un d'eux pointa du doigt, visiblement amusé par la mariée solitaire. Camille sentit à nouveau la honte l'envahir. Elle tourna le dos, prête à s'enfuir. Mais la voix grave et posée de l'homme la retint. « Venez, on ne reste pas ici. » Elle n'eut pas la force de refuser. Il ne l'avait pas interrogée, il ne lui avait pas demandé son nom ni ce qui s'était passé. Il avait simplement constaté que la place n'était plus un endroit pour elle. Il lui fit signe de le suivre. Elle marcha à ses côtés, le cœur battant trop fort, les mains moites. Elle ne savait rien de lui, pas même son prénom. Mais elle avait besoin d'avancer, même si c'était à l'aveugle. Ils marchèrent quelques minutes à travers les rues plus calmes, s'arrêtant devant une petite allée bordée de platanes. Là, sur un banc de bois, il s'assit, lui laissant l'espace de choisir. Camille hésita, puis s'assit lentement à ses côtés. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il ressemblait à une bulle hors du temps. Les passants continuaient de vivre leur vie, mais eux deux semblaient appartenir à une autre cadence. Elle inspira profondément, sentant l'odeur discrète du cuir de sa veste, du parfum subtil qu'il portait. Rien d'ostentatoire, quelque chose de sobre, presque familier. Elle tourna enfin la tête vers lui. « Vous ne m'avez rien demandé. » Il tourna les yeux vers elle, toujours calme. « Je me suis dit que vous me diriez ce que vous vouliez, quand vous le voudriez. » Camille hocha lentement la tête, touchée malgré elle. Il avait cette manière de parler qui apaisait, sans chercher à consoler. Il n'offrait pas de réponse, juste une présence. « J'étais censée me marier aujourd'hui, » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Un simple clignement de paupières, attentif. « Il n'est pas venu, » ajouta-t-elle, la gorge nouée. Il a envoyé un message. 2 phrases, même pas d'excuses. Toujours aucun jugement dans le regard de l'homme. Il ne parut ni choqué ni indifférent. Il l'écoutait. « Et moi, je suis sortie comme une idiote. Avec cette robe, ce maquillage. Tout le monde m'a vu courir hors de l'église. C'était comme un cauchemar. » Il prit une longue inspiration, regarda droit devant lui. Les cauchemars passent, même les plus cruels. Camille détourna les yeux. Elle avait envie de rire et de pleurer à la fois. Ce qu'il disait était simple, et pourtant elle avait attendu que quelqu'un le dise, exactement comme ça. « Vous êtes philosophe ?» demanda-t-elle avec un sourire amer. Il haussa les épaules. « Non, juste un passant. » Elle le regarda cette fois un peu plus attentivement. Il n'avait rien d'ordinaire. Tout en lui, de sa manière de s'asseoir à la façon dont il répondait, respirait une élégance discrète mais affirmée. Pas celle des gens qui veulent être vus, celle des gens qui savent très bien ce qu'ils sont et qui n'en font rien. « Merci, dit-elle finalement. Je ne sais même pas pourquoi vous avez fait ça. Me retenir, me parler. » Il tourna enfin vers elle un regard plus intense. «
pas perçant, juste profond. Parce que vous étiez en train de tomber, et que personne d'autre ne bougeait. Camille sentit quelque chose bouger en elle, un éclat de gratitude, un début d'apaisement. Elle se leva, tenant toujours le mouchoir dans sa main. « Je m'appelle Camille. » Il se leva à son tour, la regarda un instant. « Enchanté, Camille. » Mais il ne dit pas son prénom. Elle le vit s'éloigner sans se retourner, disparaître dans la foule tranquille du centre-ville. Elle resta là, un moment, figée. Elle venait de vivre l'un des jours les plus humiliants et douloureux de sa vie. Et pourtant, à cet instant, ce n'était pas la trahison d'Adrien qu'elle retenait, c'était le regard d'un inconnu, calme et sincère, et la chaleur d'une étreinte silencieuse qui l'avait empêché de tomber tout à fait. Le lendemain, Lyon s'était éveillé sous un ciel gris, doux mais chargé. Camille, elle, n'avait presque pas dormi. La nuit avait été peuplée d'images floues, la robe chiffonnée au sol, les visages des invités, la porte de l'église qui claquait derrière elle, mais surtout l'étreinte silencieuse de l'inconnu sur la place Bellecour. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un avait été là pour elle, sans attente, sans intérêt. Cela la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Au petit matin, elle retourna dans son appartement modeste du quartier des Pentes de la Croix-Rousse, la robe de mariée encore suspendue dans un coin du salon comme un fantôme accusateur. Elle la contourna sans y prêter attention, se changea rapidement puis sortit sans but précis, poussée par une énergie nerveuse qui ne voulait pas se taire. Sans y réfléchir, elle se retrouva à marcher vers la place Bellecour, exactement là où elle l'avait rencontré. Il n'y avait aucune raison pour qu'il y soit encore, elle le savait bien, mais une part d'elle espérait. Peut-être une autre coïncidence, peut-être. Et puis elle le vit. Il était là, debout près de la statue équestre de Louis XIV, vêtu d'un manteau noir simple mais impeccablement taillé. Il observait les passants comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit, sans surprise, comme s'il l'avait su, comme s'il l'attendait. « Vous êtes revenu, dit-il paisible. »« Je ne sais même pas pourquoi, répondit-elle un peu essoufflée. Peut-être parce que vous aviez besoin de parler, ou de marcher. Je vous dois une promenade, je crois. » Elle hésita, puis accepta son bras qu'il lui offrit sans insistance. Ils marchèrent à travers les rues anciennes, leurs pas en rythme, leur silence de nouveau confortable. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots avaient le poids juste, sans fioriture. Elle se surprenait à raconter, à parler de son travail dans un petit café du vieux Lyon, de ses lectures, de sa solitude discrète qu'Adrien avait comblée, ou qu'elle avait cru combler. Il l'écoutait vraiment, pas pour répondre, pour entendre. « Et vous ?» demanda-t-elle finalement. « Que faites-vous dans la vie ? Vous semblez toujours ailleurs. » Il esquissa un sourire. « Je suis dans les affaires, » dit-il vaguement. « Rien de bien passionnant. » Elle arqua un sourcil. « C'est une manière élégante de dire « je ne veux pas en parler ». « Peut-être, » répondit-il. « Ou peut-être que je n'aime pas qu'on me réduise à ce que je fais. » Ils arrivèrent à une ruelle discrète où une voiture noire attendait. Il sortit ses clés d'un geste rapide. Camille haussa les sourcils. « Vous avez un chauffeur ?»« Parfois, quand je suis trop fatiguée pour conduire moi-même. » Elle monta dans le véhicule, sans y penser. Puis, une fois à l'intérieur, elle remarqua les détails. Les sièges en cuir impeccable, l'odeur délicate d'un parfum haut de gamme, l'écran tactile intégré, les messages qui apparaissaient brièvement lorsqu'il consulta son téléphone, des noms connus, des entreprises, des messages en anglais, en allemand, en japonais. Je ne voulais pas être indiscrète, mais vous recevez des messages d'un vice-président de Samsung ? Julien, car il venait de signer un message ainsi, ferma doucement son téléphone. « Ça dépend du jour, dit-il avec légèreté. » Elle le fixa. « Qui êtes-vous exactement ?» Il la regarda, son sourire plus marqué cette fois. Julien durait, enchanté. Elle sentit un frisson étrange. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Dans un article, à la télévision ? Non, plus récemment. Mais où ? Avant qu'elle ne puisse articuler sa pensée, il ajouta « Si je vous disais tout, vous me croiriez. » « Essayez-moi, lança-t-elle mi-curieuse, mi-sarcastique. Je dirige quelques entreprises, mais surtout j'essaie de passer inaperçu. Vous avez échoué, constata-t-elle. Il rit, un rire franc, court, presque surpris. Oui, on dirait bien. Ils roulèrent quelques minutes jusqu'à une librairie ancienne du quartier d'Aînay. Il s'arrêta, ouvrit la porte pour elle. « Je pensais que vous aimeriez cet endroit. » Camille entra.
Les murs couverts de livres jusqu'au plafond, l'odeur du papier ancien flottant dans l'air. C'était un havre de paix. Un contraste saisissant avec le luxe discret de sa voiture, l'élégance de son costume et les messages d'affaires. « Vous m'étonnez, murmura-t-elle. Ce n'est qu'une des nombreuses choses que je fais pour rester humain. » Elle le regarda longuement, puis détourna les yeux vers une étagère poussiéreuse. Une question la démangeait. Pourquoi ce genre d'homme, riche, influent, occupé, avait-il pris le temps, la veille, de tendre les bras à une inconnue en robe de mariée? Et pourquoi était-il encore là, aujourd'hui? Le silence feutré de la librairie semblait avaler le tumulte intérieur de Camille. Julien déambulait entre les rayonnages, effleurant les reliures anciennes avec un soin presque sacré. Il n'avait pas cherché à expliquer davantage qui il était, ni pourquoi il l'avait invité ici. Et elle, tout en l'observant du coin de l'œil, luttait contre un flot d'émotions contradictoires. Fascination, méfiance, et cette colère sourde, encore vive, née de l'abandon à l'hôtel. Elle aurait dû se sentir flattée. Elle le savait. Un homme comme lui, avec son allure, son aura mystérieuse et sa prestance naturelle, aurait pu attirer l'attention de n'importe qui. Pourtant, c'était à elle qu'il parlait. Elle qui l'avait tenue quand elle tombait. Elle qui l'avait invitée ici, dans ce lieu presque secret. Mais quelque chose sonnait faux. Non pas dans ses gestes, ni dans ses mots, mais dans cette impression constante qu'il choisissait ses silences avec la même précision qu'un chef d'orchestre choisit ses notes. Il en disait juste assez pour apaiser, jamais trop pour dévoiler. Camille s'approcha de lui, un livre à la main. Pourquoi cette librairie? Pourquoi pas un café, un restaurant chic ou je ne sais quoi d'autre, plus attendu? Julien la regarda avec un demi-sourire. Parce que je voulais un endroit calme et parce que j'aime les livres. Ils disent beaucoup de choses, même quand on ne les lit pas. Elle hocha la tête sans répondre. Puis, la voix plus sèche qu'elle ne le voulait, « Vous êtes quoi exactement? Un politicien qui joue à l'incognito? Une célébrité en crise existentielle? Ou simplement un homme trop riche pour vivre comme tout le monde ?» Il ne sembla ni offensé ni surpris par sa brusquerie. Il posa le livre qu'il tenait et croisa les bras. « Je suis quelqu'un qui essaie de ne pas être défini par son argent ou sa position. Mais je comprends vos doutes. »« Non, vous ne comprenez pas, répliqua-t-elle. Vous n'avez pas été abandonné devant une église remplie de gens. Vous n'avez pas été humilié, ridiculisé, écrasé sous le poids d'une promesse brisée. Alors non, vous ne comprenez pas. Et si vous jouez un rôle quel qu'il soit, je vous en prie, épargnez-moi. » Julien soutint son regard sans ciller. « Je ne joue pas. Et je ne suis pas venu pour vous sauver ou vous consoler. Je suis resté parce que j'ai vu quelqu'un tomber. Et maintenant, je vous écoute tomber encore différemment. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Ses yeux la piquaient, mais elle refusa de pleurer. « Je n'ai pas besoin d'un autre homme qui prétend comprendre. Je n'ai pas besoin de votre calme, de vos livres, de vos silences élégants. J'ai besoin de vérité. Et je ne suis pas sûr que vous soyez capable d'en donner. » Julien se rapprocha, lentement, sans geste brusque. « La vérité, c'est que je suis fatigué de jouer. Pendant des années, j'ai suivi un scénario qui n'était pas le mien. Réussite, notoriété, richesse. Et plus je montais, plus je me sentais vide. Jusqu'au jour où j'ai décidé de disparaître du décor. Vous étiez là hier au bord de l'effondrement, et j'ai reconnu ce vide. » Camille baissa les yeux, les poings serrés. « Et maintenant, vous voulez quoi? Me recruter dans votre théâtre d'ombre, m'ajouter à votre galerie de gens cassés ?» Julien la fixa intensément, sans dureté. « Je ne veux rien de vous, absolument rien, sauf peut-être que vous compreniez que vous n'êtes pas seul à avoir mal, et que parfois, tomber sur un inconnu est tout ce qu'il faut pour se relever un peu. » Un silence dense s'installa. Au fond du magasin, le propriétaire feuilletait un catalogue sans leur prêter attention. Camille, elle, luttait entre deux forces, la tentation de fuir à nouveau et ce besoin étrange, profond, de croire à ce qu'il disait. Elle inspira profondément. « Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous cachez, mais je suppose que ce n'est pas le moment. » Julien secoua doucement la tête. « Non, et peut-être que ça ne le sera jamais. Mais je vous le promets, je ne vous mentirai pas. » « Grand mot, murmura-t-elle. Beaucoup l'ont dit avant vous. Moi, je préfère le prouver. » Ils quittèrent la librairie peu après, chacun plongé dans ses pensées. Camille serrait un vieux recueil de poèmes français qu'il avait acheté pour elle sans un mot après l'avoir vue s'attarder devant. Sur le trottoir, il lui proposa de la raccompagner. Elle refusa. « Je vais marcher un peu. »
J'en ai besoin. Il hocha simplement la tête. Très bien. Prenez soin de vous. Vous aussi, Julien. Il la regarda s'éloigner sans chercher à la retenir. Camille, elle, sentit pour la première fois depuis longtemps que sa colère n'était plus seule dans sa poitrine. Quelque chose d'autre naissait, fragile. Pas de la confiance. Pas encore. Mais peut-être l'ébauche d'un doute, et si cette fois, elle n'avait pas été simplement ramassée, mais réellement vue. Le lendemain, Camille retourna travailler au petit café du Vieux Lyon, où elle officiait depuis près de 6 ans. Le Café des 4 rues était une institution discrète, fréquentée par des habitués, des étudiants en quête de calme, quelques touristes égarés et une clientèle locale qui appréciait le charme suranné du lieu. Elle avait demandé à reprendre rapidement, refusant obstinément l'idée de rester enfermée chez elle, avec ses pensées, pour seule compagnie. Mais en franchissant la porte, elle comprit que rien ne serait tout à fait comme avant. Les regards de ses collègues, même pleins de compassion, étaient lourds de sous-entendus. Un murmure suspendu semblait flotter dans l'air, comme si tout le monde attendait qu'elle s'effondre, ou pire encore, qu'elle raconte les détails de sa débâcle. Elle noua son tablier sans un mot, se réfugia derrière le comptoir et commença à préparer des cafés avec une application presque mécanique. Elle ne voulait ni parler ni penser, juste faire, jusqu'au moment où la clochette de la porte tinta et qu'un silence étrange s'abattit soudainement sur la salle. Julien venait d'entrer. Il portait un manteau sobre, un foulard gris autour du cou, et cette même sérénité désarmante qui le suivait comme une seconde peau. Il balaya la pièce du regard, trouva Camille immédiatement et lui adressa un signe de tête discret. Puis il s'assit à une table du fond, près de la fenêtre, comme s'il connaissait déjà les habitudes du lieu. Camille sentit un frisson lui remonter l'échine. Pourquoi venait-il ici? Pourquoi maintenant? Elle prit une profonde inspiration, essaya de cacher son trouble, puis s'approcha de sa table. « Vous ne vous reposez donc jamais ?» murmura-t-elle, un brin ironique. Julien sourit doucement. « J'avais envie d'un bon café, et de vous voir, si ce n'était pas trop intrusif. Ça l'est. Mais je vais faire avec, soupira-t-elle. Il rit brièvement, puis passa commande. Un café noir sans sucre, classique. Elle s'éloigna pour le préparer quand une voix féminine s'éleva à sa gauche, venue du fond du comptoir. « Attends, Camille, c'est bien lui ?» dit Adèle, une de ses collègues, les yeux agrandis d'incrédulité. « Lui qui ?» demanda Camille, confuse. Adèle s'approcha, presque fébrile. « Le type à la table 11. Tu sais qui c'est, au moins ?»« Je sais qu'il s'appelle Julien Duret, » répondit Camille, sur la défensive. « Mais t'es sérieuse? C'est le Julien Duret, le PDG de Duret Tech, celui qui a refusé l'interview avec Forbes l'année dernière, le mec qui a créé une des entreprises les plus puissantes de France en restant invisible. » Camille sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Tu dois confondre. »« Je ne confonds pas. Je l'ai vu une fois dans un documentaire. C'est un fantôme de l'économie, un génie du silence. Et il est assis ici, dans notre café minuscule, à te regarder comme si t'étais la seule personne dans cette pièce. » Le plateau dans les mains de Camille trembla légèrement. Elle se força à marcher jusqu'à la table, déposant la tasse devant lui. « Tu aurais pu me le dire, » dit-elle à voix basse, le regard planté dans le sien. « Ce n'était pas important, » répondit-il calmement. « Ce n'est pas à toi d'en décider. » Il hocha lentement la tête, acceptant le reproche sans se défendre. « Tu veux qu'on parle ici ou ailleurs ?» Camille regarda autour d'elle. Tous les regards étaient tournés vers eux, feignant l'indifférence. Elle prit une décision rapide. 5 minutes. Dehors. Ils sortirent ensemble, s'éloignant de la terrasse du café pour se réfugier dans une petite rue latérale abritée du vent. « Alors, lança-t-elle, tu es ce grand patron mystérieux, celui que tout le monde cherche à comprendre sans jamais le trouver? Et tu t'es pointé comme un simple inconnu sans prévenir, sans contexte? Tu trouves ça normal? » « Non, répondit-il, mais je ne voulais pas que tu me vois comme lui. Je voulais juste être moi. Mais qui est ce toi, Julien? Tu débarques dans ma vie au pire moment, tu me tends la main, tu restes près de moi, et maintenant je découvre que tu es l'un des hommes les plus puissants de ce pays. Tu crois vraiment que ça ne change rien? » Julien la regarda avec une intensité tranquille. « Est-ce que j'ai changé mon comportement depuis que tu sais? Est-ce que je t'ai menti, manipulé? Non, mais tu as caché, et après ce que j'ai vécu, je ne peux plus tolérer les demi-vérités. Alors pose-moi les bonnes questions, dit-il doucement. Camille inspira longuement,
Pourquoi moi? Pourquoi cette attention, ce temps, ces silences? Tu pourrais être ailleurs, faire autre chose. Qu'est-ce que tu cherches? Il réfléchit un instant avant de répondre. Je ne sais pas encore. Peut-être juste la possibilité d'exister autrement. Et avec toi, je me sens moins construit, moins stratégique, plus vrai. Camille resta un moment sans parler. Puis, d'un ton plus calme, « C'est bien, Julien, mais moi je suis cassé, pas impressionné. C'est pour ça que je suis encore là, murmura-t-il. » Ils se regardèrent un long moment. Puis Camille tourna les talons et retourna vers le café. Elle n'avait pas toutes les réponses. Mais elle savait désormais une chose. Cet homme, cet inconnu devenu presque familier, était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle n'était pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Les jours suivants s'écoulèrent avec une étrange régularité. Camille poursuivait son travail au café avec une énergie mesurée, déterminée à reprendre le contrôle de sa vie. Elle évitait soigneusement de parler de Julien à ses collègues, malgré les regards curieux et les questions à peine voilées. Ce qu'elle avait vécu avec lui relevait d'un territoire qu'elle ne souhaitait pas partager. Pas encore. Trop neuf, trop incertain. Et surtout, trop dangereux pour un cœur encore à vif. Julien, lui, n'était pas revenu au café. Il n'avait ni appelé, ni envoyé de message. Ce silence n'était pas une absence. Il ressemblait plutôt à un respect silencieux, presque une invitation à respirer. Et Camille, contre toute attente, y trouvait une forme de soulagement. Elle n'était pas prête pour une autre proximité, pas prête à être à nouveau vue, déchiffrée, décodée, et encore moins conquise. Pourtant, un matin, elle le vit, par hasard ou non, assis à la terrasse d'un autre café de la ville, plongé dans un carnet de notes. Il leva les yeux, lui adressa un léger sourire. Elle s'apprêta à l'ignorer, mais quelque chose la retint. Elle s'approcha, posément. « Toujours à Lyon, apparemment, » dit-elle avec neutralité. « J'y ai quelques raisons, » répondit-il simplement. « Des affaires? Pas cette fois. » Elle croisa les bras, le toisant. « Je ne vais pas jouer à deviner. Si tu veux dire quelque chose, dis-le. » Julien ferma doucement son carnet, le glissa dans sa sacoche. « En fait, non, je voulais juste profiter d'un café en terrasse. Le hasard a bien fait les choses, semble-t-il. » Camille hésita, puis, sans vraiment comprendre pourquoi, s'assit en face de lui. Le serveur vint prendre sa commande et elle demanda un thé, presque à contre-cœur. Julien n'avait rien dit de plus. Il la regardait, certes, mais sans insistance, comme s'il lui laissait toute la place pour être ou ne pas être là. « Tu veux que je fasse quoi, Julien ?» s'agaça-t-elle doucement. « Que je sois impressionné par ton calme olympien, par ton argent, tes silences calculés ?»« Non, » répondit-il immédiatement. « Je veux que tu sois comme tu es, et je crois que c'est ce que tu fais déjà. » Elle rit, un rire sans joie. « Tu n'es pas habitué à ce qu'on t'ignore, pas vrai ? » ?»« Non, mais je n'en souffre pas. C'est rafraîchissant. »« Tu veux dire humiliant ? » ?»« Non, juste différent et sincère. » Elle le fixa, déconcertée. Il ne réagissait jamais comme elle s'y attendait. Pas de flatterie, pas de tentative de séduction. Juste cette constance, ce calme, cette façon de la regarder comme si elle était plus qu'une femme abandonnée en robe blanche. Cela la mettait mal à l'aise. Et pourtant, elle restait. Tu pourrais être avec n'importe qui. Des femmes belles, intelligentes, ambitieuses, prêtes à tout pour attirer ton attention. Et toi, tu ne veux rien de tout ça, dit-il. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Elle baissa les yeux. Il y avait dans sa voix une sincérité qui n'était pas feinte, et cela la déroutait encore plus que s'il avait essayé de la charmer. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « J'ai été déçue, trahie, humiliée, et je n'ai aucune envie de te donner l'occasion d'ajouter ton nom à cette liste. Alors ne me donne rien, Camille. Laisse-moi juste t'accompagner un moment. Sans promesse, sans pression. » Elle le regarda, intriguée. « Pourquoi ? Parce que tu ne veux rien de moi, et ça, c'est rare, inestimable même. » Elle se leva, un peu troublée. « Ne sois pas si sûr de toi, Julien. Je pourrais très bien disparaître demain. Je ne te retiendrai pas. Et si je revenais, je serais là. » Elle partit sans ajouter un mot, son thé encore chaud sur la table. Julien resta seul, les yeux perdus dans le vague. Ce soir-là, Camille réfléchit longuement. Pourquoi ce détachement l'attirait-il autant? Pourquoi cet homme, si éloigné de son monde, persistait-il à rester proche sans chercher à s'imposer? Il ne lui offrait pas de solution, il n'essayait pas de guérir ses plaies, il était juste là, stable, constant, indéchiffrable.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Libre de dire non. Libre de rester. Libre, enfin, d'être elle-même, sans miroir, sans façade, sans rôle à jouer. Julien Duret, ce nom qui résonnait dans les sphères de pouvoir et de technologie, ne cherchait ni admiration ni reconnaissance. Il semblait chercher simplement un endroit où il pouvait poser son regard sans y voir un masque. Et Camille, malgré elle, devenait cet endroit. Le vent soufflait doucement sur les berges du Rhône, lorsque Camille retrouva Julien un dimanche matin, presque par hasard, près du parc de la Tête d'Or. Elle marchait seule, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, et son regard s'était figé sur une silhouette familière, assise sur un banc, lisant un journal plié en deux. À mesure qu'elle s'approchait, elle devina qu'il l'avait déjà remarqué. Il ne leva pas les yeux, mais plia calmement le papier et le posa à côté de lui, comme une invitation muette. Elle s'assit sans parler. Le silence qui s'installa n'était ni gênant, ni artificiel. Il y avait dans l'air un accord tacite, comme une trêve silencieuse. Camille, malgré elle, avait pris l'habitude de ces échanges où peu de mots suffisaient. Ce fut Julien qui rompit le calme. « Tu sais ce que j'ai remarqué chez toi. »« Dis-moi, » répondit-elle, un brin ironique. « Tu refuses qu'on te plaigne. Tu refuses même qu'on t'aide. Mais tu n'as jamais refusé qu'on t'écoute. » Camille tourna la tête vers lui, un sourire en coin. « Peut-être parce que je n'ai jamais vraiment été écouté. » Julien acquiesça, regardant les passants, les joggeurs, les enfants sur leur vélo. « J'ai une proposition à te faire, dit-il soudainement. Je t'arrête tout de suite si elle commence par investissement ou opportunité. Rien de tout ça. Une chose simple. Je veux t'aider à reconstruire, pas avec de l'argent, avec du temps, du silence, du respect. » Elle fronça les sourcils. « Reconstruire quoi? Je ne suis pas un chantier, Julien. » « Non, mais tu as pris un coup. Et parfois, on a besoin d'une main. Pas pour nous relever, mais pour nous accompagner pendant qu'on se relève seul. » Elle croisa les bras. « Tu veux jouer au mentor spirituel maintenant? » « Pas du tout. Je te propose un accord. » Elle le fixa, méfiante. « Quel genre d'accord? » « Je t'aide à reprendre ta vie en main, à retrouver ta voix, ta force, ton espace. Si tu veux changer de travail, explorer d'autres passions, je peux t'ouvrir des portes. Pas les forcer, juste les ouvrir. Et en échange? Demanda-t-elle, sur la défensive. Julien eut un sourire presque timide. Rien que ta compagnie, mais pas dans les dîners mondains ou les galas ennuyeux. Je veux qu'on marche ensemble, qu'on visite des librairies oubliées, qu'on se perde dans des ruelles d'Avignon ou dans les forêts de Sologne. Je veux du banal, de l'authentique, du réel. Camille resta un moment sans parler. Ce qu'il proposait n'était pas un contrat ni une manipulation. C'était étrange, une sorte de pacte silencieux entre deux âmes cabossées. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. « Tu refuseras, et je respecterai. Je ne suis pas ici pour convaincre. Et si j'accepte, il y aura des règles. Dis-moi. La première, pas de mensonges, ni demi-vérité. Je ne supporte plus les jeux. D'accord. La deuxième, pas d'attente. Je ne te dois rien. Pas d'amour, pas de gratitude, pas d'avenir. Compris. Et la troisième, à la moindre gêne, au moindre doute, on arrête tout. C'est toi qui fixes la fin. » Camille le fixa longuement. Ce n'était pas une proposition de romance. Ce n'était pas non plus une charité déguisée. C'était autre chose. Un pont fragile entre deux mondes trop distants. « Très bien, dit-elle finalement. J'accepte. Tu viens de dire oui à quoi exactement ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. « À l'idée que tu pourrais être plus utile qu'encombrant. » Julien éclata d'un rire bref, sincère. Ils passèrent le reste de la journée à marcher dans les rues de Lyon, sans but précis. Ils parlèrent peu, mais observèrent beaucoup. Camille s'étonna de sa curiosité. Il s'arrêtait devant les vitrines d'artisans, les livres exposés dans les bouquinistes, les peintures oubliées d'une galerie minuscule. Il posait des questions simples. Il s'émerveillait de choses banales. Elle commençait à comprendre ce qu'il cherchait, un monde qui n'avait rien à voir avec le sien. Et elle, sans le vouloir, devenait son guide dans cette étrangeté quotidienne. Le soir venu, il la raccompagna jusqu'à son immeuble, sans tenter d'entrer, sans allonger le revoir. « Merci pour la journée, dit-il simplement. On verra si tu me remercies encore après une semaine de café tiède et de trottoirs glissants. C'est justement pour ça que j'ai accepté. » Elle sourit, referma la porte et monta les escaliers, le cœur plus léger. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle n'avait pas peur de demain, parce que demain, désormais, se construirait pas à pas, dans les gestes les plus simples, et peut-être avec quelqu'un qui n'attendait rien, mais qui offrait tout ce qu'elle ne savait plus demander. L'hiver avançait à petits pas, laissant sur les toits de Lyon une fine couche de givre que le soleil effaçait lentement chaque matin. Camille, de son côté, avait commencé à réapprendre à marcher dans sa propre vie. Depuis l'accord tacite avec Julien, ses journées s'étaient transformées. Il n'y avait pas de programme, pas de chronomètre, mais des instants épars partagés. Une librairie au détour d'une rue, une exposition d'art improvisé, une virée en train jusqu'à un village oublié du Vaucluse. Jamais de gestes déplacés, jamais d'attente étouffante. Julien respectait la distance avec une élégance rare. Camille, malgré sa prudence, se surprenait parfois à l'attendre, à chercher son regard dans la foule. Elle ne le disait pas, mais elle savait. Quelque chose en elle avait commencé à guérir. Puis un soir, alors qu'elle fermait le café plus tard que d'habitude, un frisson la parcourut. Elle entendit la porte s'ouvrir alors qu'elle venait d'éteindre la machine à café. Elle leva les yeux un peu agacée. L'horaire affiché était clair, mais la voix qui l'interpella la fit Jeannette. « Camille ?» Elle se retourna lentement. Adrien se tenait là, le même Adrien, celui qui l'avait laissé seul le jour de leur mariage. Les cheveux légèrement plus courts, les traits fatigués mais les yeux inchangés. Ce bleu qu'elle connaissait presque par cœur. « Tu n'as pas changé » murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle ne savait pas encore si elle voulait lui hurler dessus, le gifler ou éclater en sanglots. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être là, » reprit-il, hésitant. « Mais j'avais besoin de te parler, de t'expliquer. » Elle croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir. « Tu avais besoin de m'expliquer par message le jour de notre mariage. C'était une erreur, une panique. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu peur. J'ai fait le pire choix possible. Tu m'as détruite, Adrien. Tu m'as laissé devant des dizaines de personnes avec une robe ridicule et un rêve brisé. Tu crois vraiment qu'un « j'ai eu peur » suffit ?» Il baissa les yeux, puis les releva avec une sincérité désespérée. « Non. Je sais que ça ne suffit pas, mais je veux me racheter, recommencer. » Camille sentit une colère sourde monter en elle. Non pas une tempête, mais une force ancienne, maîtrisée. Et pourquoi maintenant? Pourquoi revenir? Qu'est-ce qui t'a poussé à traverser cette porte? Adrien hésita, puis dit « Je t'ai vu, avec un homme, plusieurs fois, dans les journaux locaux, sur les réseaux. Je pensais que tu allais sombrer, mais tu semblais vivante, différente. Et ça m'a ramené à ce que j'ai perdu. » Elle éclata d'un rire sec. « Alors voilà, c'est la peur de m'avoir perdu qui t'a ramené, pas l'amour, pas le remords. Ton ego, Adrien. » Il voulut répondre, mais la porte s'ouvrit de nouveau. Julien entra, un sac en papier à la main, visiblement surpris de les voir tous les deux. Il observa rapidement la scène, puis s'approcha lentement. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement à Camille. Adrien le regarda et comprit immédiatement. Il se redressa, tendu. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Julien ne répondit pas. Camille le fit. « Ce n'est personne, ou plutôt ce n'est pas ton affaire. » Adrien sourit, amer. « Il est riche, puissant. Je vois le genre. » Julien s'interposa doucement, sans agressivité. « Je ne suis pas ici pour te remplacer. Je suis ici parce qu'elle m'a laissé rester, c'est tout. » Le calme de sa voix coupa court à toute réplique. Camille ferma les yeux un instant. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans l'ombre du café. Mais elle savait que ce moment devait arriver. Ce n'était pas Julien ni Adrien, c'était elle, son passé, son avenir, son choix. « Adrien, » dit-elle en le fixant, « je ne te déteste plus, mais je ne t'aime plus non plus. Ce que j'ai vécu après toi m'a changé, et tu n'en fais plus partie. » Il baissa les yeux, vaincu, puis d'un ton plus bas, « Si jamais tu changes d'avis, je ne changerai pas. » Il sortit sans un mot de plus, la porte se refermant doucement derrière lui. Julien resta en silence quelques instants, puis il déposa le sac sur le comptoir. « Je t'ai apporté des madeleines. Je me suis dit que tu aurais besoin de douceur ce soir. » Elle le regarda, un mélange d'émotion et de fatigue dans les yeux. « Tu aurais pu intervenir, dire quelque chose de plus tranchant, me défendre. » « Ce n'était pas mon rôle, » répondit-il. « C'était ton passé, pas le mien. Et tu n'avais besoin de personne pour y faire face. » Elle le fixa longuement. Puis, dans un souffle, « Merci d'être resté. » Julien ne dit rien. Il se contenta de rester là, simplement, présent.
Et pour Camille, c'était plus que suffisant. Quelques jours après l'affrontement avec Adrien, le ciel de Lyon s'était couvert d'une lumière pâle, presque blanche. Camille se sentait fatiguée, mais en paix. Adrien était parti, définitivement cette fois, et elle avait eu la force de lui dire ce qu'il fallait. Julien ne l'avait ni devancé ni protégé, il avait simplement été là, comme un phare silencieux dans une mer agitée. Ce matin-là, elle se rendit à la fondation Les Échos de l'enfance, un centre d'accueil pour enfants défavorisés où elle faisait du bénévolat depuis plusieurs années. L'endroit, niché dans une ruelle discrète du quartier de la Guillotière, avait toujours eu pour elle une valeur particulière. C'était là qu'elle se sentait utile, entière, authentique. Julien l'avait accompagnée curieux mais sans prétention. Il n'avait pas posé de grandes questions, ni annoncé sa présence. Il avait simplement demandé la permission de l'accompagner, comme un visiteur silencieux, selon ses propres mots. Camille, hésitante, avait accepté. Elle voulait voir comment il réagirait dans un endroit sans artifice, sans reconnaissance, sans protocole. À l'intérieur, l'atmosphère était joyeuse. Les enfants couraient, riaient, criaient parfois, envahissant les pièces avec cette énergie brute que seule l'enfance porte en elle. Camille salua les bénévoles, s'agenouilla pour embrasser deux petites filles qui vinrent se suspendre à son cou, puis guida Julien vers une salle plus calme, tapissée de dessins, de livres et de jouets en bois. Il observait tout, attentivement, les yeux brillants d'un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Camille le vit caresser doucement la couverture d'un vieux livre pour enfants. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il. « Dès que je peux. Ça me rappelle que la vie peut être simple. » Julien acquiesça, puis s'arrêta soudainement devant un mur recouvert de photographies en noir et blanc, des clichés anciens d'ateliers, d'enfants, de fêtes improvisées. Il s'approcha lentement, le regard figé sur l'une d'elles. « Camille, viens voir ça. » Elle s'approcha, intriguée. Il montrait une photographie jaunie, prise visiblement lors d'un séjour d'été. Un groupe d'enfants souriant devant une grande bâtisse en pierre au bord d'un champ. Deux d'entre eux, au centre, attiraient à l'attention. Un garçon aux cheveux en bataille et une petite fille à sa frange tenant une fleur à la main. « C'est moi, dit-elle, les yeux écarquillés. J'avais peut-être 8 ou 9 ans. Ce devait être lors d'un camp en Bretagne. Mon premier vrai voyage seul. » Julien ne répondait pas. Il fixait la photo tendue. « Et ce garçon-là, c'est moi, dit-il enfin. » Camille éclata de rire, pensant à une plaisanterie. « Tu te moques de moi. » Mais il ne riait pas. Il était pâle, figé, comme si un souvenir ancien remontait brusquement à la surface. « Mon nom complet est Julien Duret-Lemoine. Avant que mon père ne prenne la direction du groupe, on vivait à Quimper. C'était un été difficile. Ma mère était malade. Ils m'ont envoyé dans un camp pour que je respire. C'était là. » Camille se rapprocha, détailla le visage du garçon. Puis, lentement, elle sentit la vérité se frayer un chemin en elle. C'était bien lui. Le regard, l'inclinaison de la tête, le léger déséquilibre de l'épaule droite. Elle s'en souvenait. Elle se souvenait d'un garçon silencieux, souvent seul, qui passait des heures à lire pendant que les autres jouaient. Un garçon qu'elle avait défendu une fois, quand d'autres enfants s'étaient moqués de lui. « Tu étais ce Julien-là » murmura-t-elle, stupéfaite. Il hocha la tête, toujours ému. « Et toi, tu étais celle qui m'a donné un dessin, un coquelicot, je crois. Tu as dit que c'était la fleur du courage. » Elle recula d'un pas, bouleversée. « Tout ce temps, et on ne s'en est jamais souvenu? Nos vies ont pris des chemins trop différents, et on s'était perdu dans la foule. Mais je crois que quelque chose en moi t'a reconnu, sans savoir pourquoi. » Camille s'assit, tremblante. Elle regardait la photo, puis Julien, comme si elle découvrait deux versions d'une même histoire. Celle de l'enfance et celle de l'âge adulte, enfin, réunies. « C'est fou, » souffla-t-elle. « Non, » dit-il doucement. « C'est juste. » Elle le regarda, et pour la première fois depuis leur rencontre, quelque chose d'encore plus profond s'installait entre eux. Un fil ancien, resté intact malgré les années. Ils ne s'étaient même pas choisis par hasard. Ils s'étaient retrouvés comme deux pièces égarées du même puzzle. Et dans ce moment suspendu, Camille comprit que ce lien, ce souvenir partagé, allait tout changer. Le souvenir de cette photographie les accompagna pendant plusieurs jours, comme une brise douce et étrange. Camille, bouleversée, s'efforçait de comprendre ce que cela signifiait. Était-ce un simple hasard, un clin d'œil du destin,
ou bien une preuve que certaines rencontres étaient vouées à se reproduire malgré le temps et l'oubli. Julien, lui, semblait silencieusement ébranlé, mais n'en parlait plus. Il avait repris ses promenades tranquilles, ses lectures lentes et ses silences attentifs. Puis, un jeudi soir, il l'invita à dîner chez lui. Pas un restaurant, dit-il. Pas de serveur, pas de monde. Juste nous, dans un endroit calme. Camille hésita longuement. Ce dîner sonnait comme une étape. Elle sentait que quelque chose allait se passer. Il ne l'avait jamais vraiment laissé entrer dans son espace personnel. Il avait tout vu d'elle, la détresse, le doute, la colère. Elle, en revanche, n'avait entrevu de lui que des fragments, des gestes choisis, des mots rares, une élégance contenue. Ce dîner pouvait être l'occasion de comprendre enfin ce qu'il cachait derrière ses silences. Elle accepta. Lorsqu'elle arriva devant son immeuble, situé dans une rue discrète du 6e arrondissement, elle fut surprise par la sobriété du lieu. Pas de portail électronique, pas de majordome, pas de façade luxueuse. Un immeuble ancien, rénové avec goût. L'ascenseur l'emmena au dernier étage où une porte en bois foncé s'ouvrit sur Julien, vêtu simplement, comme toujours. « Tu es magnifique », dit-il doucement. Elle portait une robe noire sobre, les cheveux relevés à la va-vite, le regard prudent. « Je ne savais pas comment m'habiller pour un endroit calme. » Il sourit et s'effaça pour la laisser entrer. L'intérieur de l'appartement la surprit encore davantage. Pas de mobilier ostentatoire, pas d'œuvres d'art prétentieuses, des murs couverts de livres, des plantes ici et là, des objets anciens mêlés à des éléments modernes. Une atmosphère chaleureuse, humaine. Un piano dans un coin. Une lampe à abat-jour diffusant une lumière douce. L'odeur du pain chaud et du thym flottait dans l'air. « Tu cuisines ?»« Par nécessité, dit-il, et parce que ça manque. Les chiffres ne nourrissent personne. » Il lui servit un verre de vin et le dîner commença simplement. Une soupe maison, du poisson au citron confit, des légumes rôtis. Ils parlèrent de tout et de rien, du camp d'été, des souvenirs effacés, des livres préférés. Camille sentait une tension douce mais constante, comme si chaque mot les rapprochait d'un seuil invisible. À la fin du repas, Julien s'absenta un instant et revint avec une boîte en bois. Il la posa sur la table sans rien dire, puis l'ouvrit. À l'intérieur des lettres, des photographies, des objets personnels soigneusement rangés. « Je t'ai dit que je ne te mentirai pas. Ce soir, je veux que tu vois ce que je n'ai jamais montré à personne. » Elle s'approcha. Il lui montra une lettre froissée, signée de son père, le remerciant froidement d'avoir accepté de reprendre la direction du groupe familial. Une photographie de sa mère, prise quelques semaines avant sa mort, le regard voilé. Un article de presse qu'il avait découpé et annoté, parlant d'un scandale financier auquel il avait refusé de participer, provoquant une rupture avec les associés de son père. « J'ai fui tout ça, Camille. L'entreprise, la pression, les jeux de pouvoir. Je me suis effacé volontairement. J'ai vécu comme un fantôme pendant des années, loin des médias, des caméras. Mais à force de me cacher, j'ai oublié qui j'étais. » Elle écoutait, immobile. « Et puis il y a eu toi, cette église, cette robe, cette fuite. Tu étais en train de t'effondrer et j'ai vu... moi. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne suis pas un homme simple. Je porte beaucoup de choses, certaines encore trop lourdes. Mais ce que je ressens pour toi, ce n'est pas une distraction, Camille. C'est un retour à moi-même. » Le silence s'installa. Elle sentait sa gorge se serrer, son cœur battre plus vite. Et pourtant, quelque chose l'empêchait de répondre. « Tu me demandes de faire quoi avec tout ça ?» murmura-t-elle. « De te croire, de t'aimer, de porter ton passé avec le mien ?»« Non, dit-il, je ne te demande rien. Je te donne ce que je peux. Et je reste si tu veux. » Elle recula, le souffle court. « Julien, je ne suis pas prête. Je ne sais même pas si je veux encore croire en quelque chose. Et tu arrives avec toute cette intensité, ce poids. Je ne suis pas certaine de pouvoir le porter. » Il hocha la tête, lentement. « Alors dis-le. Dis-moi que c'est fini. Que tu ne veux plus me voir. Et je partirai. » Elle resta figée. Ses lèvres tremblaient. Ses mains serraient la coupe de vin presque vide. « Je ne sais pas. C'est ça le problème. Je ne sais rien. » Elle se leva, prit son manteau, évita son regard. « Merci pour le dîner. Et pour la vérité. Mais ce soir, je ne peux pas te promettre de revenir. » Julien resta assis, immobile. « Je comprends. » Elle sortit, referma la porte doucement. Dans l'ascenseur, les larmes coulèrent en silence. Pas de colère, pas de regret,
juste la conscience aiguë que quelque chose d'essentiel venait de se produire, et peut-être de se briser. Les jours qui suivirent le dîner furent recouverts d'un silence épais. Camille ne répondit ni aux messages ni aux appels. Julien, fidèle à sa promesse de ne pas forcer, s'abstint d'insister. Mais au fond de lui, un doute profond s'insinuait, plus amer que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Ce n'était pas la peur du rejet qui le rongeait, c'était ce pressentiment douloureux d'une perte définitive. Il savait que Camille avait atteint une limite ce soir-là. Ce qu'il avait mis à nu, ce qu'il avait offert, avait peut-être été trop tôt, trop fort. Il retourna plusieurs fois au café des 4 rues. Chaque fois, une serveuse différente lui annonçait que Camille était en congé, sans autre précision. Il fit le tour de leurs lieux habituels, les librairies, les promenades, les places tranquilles où ils aimaient s'asseoir en silence. Rien, pas un mot, pas une trace. Une semaine passa, puis 2. Julien contacta discrètement Adèle, la collègue de Camille, prétextant une inquiétude sincère. Elle lui répondit brièvement que Camille avait quitté son poste, sans préavis, qu'elle avait laissé un mot pour la direction, mais que personne ne l'avait revue depuis. L'enveloppe ne contenait qu'une phrase griffonnée « J'ai besoin de respirer ailleurs ». Ce fut à ce moment-là que la panique s'installa pour de bon. Julien mobilisa ses contacts. Un ancien commissaire devenu consultant privé, un ami travaillant dans les télécommunications, un discret informaticien aux ressources illimitées. Tous reçurent la même consigne. Retrouver Camille discrètement, sans violence, sans intrusion, juste savoir où elle était, si elle allait bien. Mais même avec ses moyens, Julien ne parvint à rien. Le téléphone de Camille avait été désactivé, ses comptes sur les réseaux sociaux fermés, son appartement vidé de ses affaires les plus personnelles, pas de billets de train enregistrés à son nom, aucun mouvement bancaire. Elle avait tout simplement disparu. Julien tenta de se convaincre qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle reviendrait d'elle-même quand le temps aurait fait son œuvre. Mais chaque nuit rallongeait l'ombre d'un vide qu'il ne savait plus combler. Il ne travaillait presque plus. Ses équipes prenaient le relais, habituées à sa manière de diriger à distance, mais les décisions stratégiques restaient en suspens. Les réunions devenaient vides de sens. Un soir, seul dans son appartement, il reprit la vieille boîte en bois. Il relut les lettres, les souvenirs, les articles de presse. Rien ne le préparait à ce genre d'absence. Camille n'était pas seulement une femme qu'il appréciait. Elle était devenue, sans qu'il ne s'en rende compte, le centre silencieux de tout ce qu'il voulait réparer. Ce n'était pas de l'amour romantique ou idéalisé, c'était une forme de reconnaissance brute, comme 2 âmes qui avaient souffert chacune de leur côté et qui s'étaient retrouvées au bord du gouffre, capables de se tendre la main sans promesse. Et maintenant, elle était partie. Julien se remit à parcourir Lyon comme un fantôme. Il alla jusqu'à la fondation Les Échos de l'enfance, questionna les bénévoles. Personne ne l'avait revu, mais une dame âgée qui travaillait à l'accueil se souvint d'un détail étrange. Elle m'a demandé s'il y avait un centre similaire à Arles, dit-elle. Elle a toujours parlé du Sud avec une lumière particulière dans les yeux. Peut-être qu'elle est partie là-bas. Julien remercia poliment, son esprit déjà projeté à des centaines de kilomètres. Arles. Le nom résonnait comme une clé possible. Le lendemain, il prit la route. Il refusa le jet privé, les hôtels 5 étoiles, les protocoles de PDG. Il loua une petite voiture, choisit une chambre d'hôte anonyme et marcha dans les rues d'Arles comme un homme ordinaire. Il questionna les librairies, les marchés, les associations locales. Des dizaines de visages. Aucun ne la reconnaissait. Les jours passaient et l'espoir s'amenuisait. Puis un matin, il entra dans une petite librairie cachée entre 2 ruelles de pierre. L'endroit sentait la cire et le papier vieilli. Une clochette tinta doucement à son entrée. Une jeune femme derrière le comptoir leva les yeux. Julien ouvrit la bouche pour poser sa question habituelle, mais il s'interrompit en voyant une photo encadrée sur l'étagère derrière elle. Camille, en tablier, un sourire timide, debout à côté d'une vieille dame en fauteuil roulant. Son cœur manqua un battement. « Cette femme, dit-il d'une voix basse, elle travaille ici ?» La jeune vendeuse hocha la tête. « Elle est à la maison aujourd'hui. Sa grand-mère est tombée malade, elle en prend soin. Mais oui, elle travaille ici depuis peu. » Pourquoi? Julien sourit faiblement. Parce que je viens de retrouver ce que je cherchais. La lumière du matin baignait Arles d'une douceur ambrée, comme si le soleil s'appliquait à révéler chaque pierre, chaque nuance des ruelles anciennes. Julien attendait
assis sur un banc de bois devant la petite librairie où il avait enfin retrouvé une trace tangible de Camille. Il avait passé la nuit dans un silence tendu, écoutant les échos de ses propres pensées rebondir contre les murs nus de la chambre d'hôte. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait même pas si elle accepterait de le voir. À 10 heures précises, la clochette de la porte s'ouvrit. Camille apparut, poussant lentement un fauteuil roulant dans lequel était installée une vieille dame aux traits fatigués, mais aux yeux vifs. Elle s'arrêta net en apercevant Julien. Le silence qui s'abattit entre eux n'était pas gênant. C'était un silence dense, chargé, vibrant. Camille serra les poignets du fauteuil, puis murmura quelque chose à l'oreille de sa grand-mère, qui acquiesça d'un signe de tête. Puis, elle s'approcha de Julien. « Tu m'as suivi », dit-elle sans agressivité. « Non, je t'ai cherché, et j'ai fini par te trouver. » Elle s'assit à ses côtés, les yeux rivés sur la rue. « Je ne pensais pas que tu viendrais jusqu'ici. Moi non plus. Jusqu'à ce que je réalise que ton absence me faisait plus mal que toutes les vérités que j'ai tenté d'enterrer. » Elle baissa les yeux. « Je ne suis pas parti pour fuir. Je suis venu ici pour guérir, pour comprendre et pour respirer. » Julien hocha lentement la tête. « Et qu'as-tu compris ?» Elle hésita, puis répondit « Que j'ai toujours vécu en fonction des autres. Adrien, mes parents, même les clients du café. J'ai toujours essayé d'être ce qu'on attendait. Même avec toi, au début, j'étais sur la défensive, comme si je jouais un rôle dont je ne connaissais pas le texte. Mais ici, dans cette ville oubliée, en m'occupant de ma grand-mère, en vendant des livres sans prétention, j'ai appris à m'écouter. » Julien ne disait rien. Il l'écoutait vraiment. « Et toi ?» demanda-t-elle après un long silence. « Pourquoi être venu ? Parce que j'ai compris que je n'étais pas venu te sauver, ni même te comprendre. J'étais venu me retrouver, à travers toi. Mais j'ai voulu te donner trop de moi d'un seul coup. Je croyais offrir la vérité, mais c'était encore un geste de contrôle. Et tu as eu raison de partir. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Tu es le seul à ne pas m'avoir retenu. Et paradoxalement, c'est pour ça que je suis resté en paix. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, à regarder les passants, les chats errants, les nuages paresseux. La grand-mère de Camille lisait un livre tranquille à quelques mètres d'eux. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, je ne sais pas. Je sais seulement que je ne veux pas retourner en arrière. Ni à Lyon, ni à ce que j'étais. »« Moi non plus, » dit Julien. Elle tourna la tête vers lui. « Tu comptes rester ici ?»« Autant que nécessaire. J'ai mis en pause tout ce que je faisais. Mon équipe dirige sans moi. Ils se débrouillent. Et moi, j'apprends à faire moins. À écouter plus. » Camille sourit. « C'est étrange. Je croyais que nous étions à deux extrémités du monde. Et maintenant, on se retrouve ici, entre deux étagères poussiéreuses et une grand-mère grincheuse. Je n'ai jamais cru au hasard, murmura-t-il. Mais à présent, je crois à l'évidence. » Ils se levèrent, marchèrent lentement jusqu'à la place principale. Le marché battait son plein. Des enfants couraient, des vendeurs criaient leur prix. Julien acheta 2 pommes et les tendit à Camille. « Une pour maintenant, l'autre pour demain, pour si tu veux encore parler. » Elle accepta. « Et si je refuse de parler ? On marchera en silence. Et si je disparais encore ? Je chercherai moins. Mais j'attendrai toujours. » Elle croqua dans la pomme, le regard malicieux. « Tu apprends vite, Duret. Tu enseignes bien, Moreau. » Ils s'éloignèrent ensemble, sans promesse, sans contrat, juste une présence partagée dans un lieu où rien n'était prévu, mais où tout semblait possible. Pour la première fois, ils n'avaient plus besoin de se comprendre entièrement. Il suffisait d'être là, ensemble, dans cette ville improbable, au bord d'un recommencement. Le printemps avait doucement recouvert Arles de ses couleurs tendres. Les marchés regorgeaient de fruits mûrs, les ruelles sentaient la lavande et le pain chaud, et les façades anciennes retrouvaient leur éclat sous la lumière dorée des fins d'après-midi. Camille et Julien, sans jamais le définir, s'étaient peu à peu ancrés dans une routine silencieuse, loin de l'agitation lyonnaise, loin des attentes et des regards. Ils ne vivaient pas ensemble. Camille partageait toujours la maison de sa grand-mère, dont l'état de santé restait fragile mais stable. Julien avait loué un petit appartement au bord du Rhône, modeste, discret, d'où il travaillait à distance, intervenant uniquement quand c'était nécessaire. Le reste du temps, il lisait, cuisinait, flânait. Où il la retrouvait. Ils n'avaient jamais reparlé d'amour, ni de couple. Ils étaient là, simplement, par choix renouvelés chaque jour. Leurs promenades étaient devenues des rituels. Leur silence, des refuges. Il n'y avait pas de serment, pas de projet d'un futur commun écrit à l'avance.
seulement cette certitude intime que, pour l'instant, il marchait dans la même direction. Camille avait redonné un sens à ses jours. Grâce aux économies qu'elle avait accumulées et à un petit soutien discret de Julien, qu'elle avait fini par accepter, sans orgueil, elle avait quitté définitivement le café à Lyon. Elle avait commencé à écrire. Chaque matin, avant l'ouverture de la librairie, elle s'installait dans un coin tranquille avec son carnet et remplissait des pages de souvenirs, d'idées, de fragments de conversations, de sensations. Elle n'écrivait pas pour être publiée. Pas encore. Elle écrivait parce qu'elle avait des choses à dire. Et pour la première fois, elle sentait qu'elles avaient une valeur. Un jour, sans prévenir, elle confia quelques chapitres à une éditrice locale venue chercher un livre rare à la librairie. 2 semaines plus tard, elle reçut une réponse. Il y a là quelque chose de fort, de vrai. Il faut continuer. Camille n'en parla pas tout de suite à Julien. Elle voulait d'abord finir son histoire. Quant à lui, Julien avait renoncé à plusieurs fonctions. Il n'avait pas disparu, mais s'était retiré des premières lignes. Il consacrait désormais la majorité de son temps à une fondation pour l'éducation des jeunes en zone rurale, un projet qu'il avait lancé avec discrétion, inspiré en partie par Camille et son engagement à « Les échos de l'enfance ». Il ne cherchait plus à briller, il voulait servir. Un matin d'avril, ils se retrouvèrent sur la place Bellecour. Non pas à Lyon, mais dans une réplique miniature dessinée par des enfants d'une école arlésienne installée au cœur d'un jardin public. Les bancs en bois, les petits lampadaires, la statue simplifiée, tout avait été reproduit avec une naïveté charmante. Camille s'assit, sourit. « Tu te souviens ?» dit-elle. « De ce banc, de cette robe, de ces larmes ?»« Oui. »« Et de ce que tu as fait ?» J'ai tendu les bras. « Non, corrigea-t-elle, tu as été là. C'est différent. » Il hocha doucement la tête. « Et toi, tu m'as laissé rester. » Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Julien sortit de sa poche un carnet usé. « J'ai lu ce que tu écris, ce que tu as laissé dans le tiroir de la librairie. » Camille le fixa surprise. « Tu n'avais pas le droit. C'était ouvert. Et c'était beau, vrai, fort. Tu dois continuer. Tu dois publier. » Elle baissa les yeux. « J'ai peur que ce ne soit pas assez. Alors écris pour que ça le soit pour toi, pas pour les autres. » Elle prit le carnet, l'ouvrit, lut quelques lignes. « Tu as écrit aussi. Seulement quelques pensées, des traces de nous, de moi. De ce que je ne dis jamais à voix haute. » Camille referma doucement le carnet. « Tu veux qu'on continue comme ça, sans titre, sans cadre, sans futur défini. Je veux que chaque jour soit une réponse, pas une promesse, une réponse libre. » Elle sourit. « Je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. » Julien lui tendit la main. Elle la prit. Ils marchèrent alors dans les ruelles, comme ils l'avaient fait tant de fois. Il n'y avait pas de bague, pas de voile, pas d'autel. Mais il y avait une histoire. 2 histoires entrelacées, construites non pas sur des symboles, mais sur des choix simples et profonds. Ils n'étaient pas ensemble par besoin, ni par peur, mais par une volonté mutuelle d'être vrais, fragiles et entiers. Quand ils revinrent devant la petite librairie, Camille s'arrêta. « Tu sais quoi? Si un jour je devais écrire un dernier chapitre, je crois que je commencerais par cette phrase. Il n'y avait pas de musique, pas de foule, pas de fleurs. Juste 2 cœurs battant au même rythme, prêts à marcher sans carte. » Julien sourit. « Et moi, je dirais, il n'y avait pas de miracle, juste une main tendue et quelqu'un qui a dit oui. » Ils entrèrent, la clochette tinta doucement, et le monde continua de tourner. Plus lentement peut-être, mais désormais avec un sens,